Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All-in-PL et aujourd'hui c'est mes pronos du vendredi sur la 10e journée de Premier League. Aujourd'hui il y a énormément de matchs qui m'intéressent sur ce week-end, donc on va pas seulement se cantonner à 3 matchs, il y a surtout le United en folie actuellement d'Amorim face à Nottingham Forest. Je trouve ce United hyper intéressant à regarder et sûrement l'une des équipes les plus spectaculaires de ce début de saison. Mais il y a également évidemment le match du actuel leader de Premier League, Arsenal, qui jouera face à un Burnley à l'extérieur. Donc toujours un match un petit peu piège. On a également le Liverpool-Aston Villa, deux équipes qui sont sur des trajectoires totalement différentes, avec un Aston Villa en super forme et le Liverpool qu'on connaît actuellement en méforme complète, mais également un magnifique Manchester City-Bournemouth qui sont deux contenders pour le titre, donc match à enjeu, match à suspense, et évidemment le climax, un petit peu le gros match de ce week-end, Tottenham face à Chelsea, deux équipes qui se connaissent bien, un derby londonien. On va parler de tout ça ensemble, intro et c'est parti. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement sur mes deux dernières vidéos, ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore plus pour vous proposer plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et on continuera sur cette trajectoire pour vous proposer de plus en plus de contenu sur la Premier League, mais également sur le football anglais en général. Et je prévois notamment quelques vidéos historiques sur certains clubs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche et je vous donnerai un maximum de vidéos prochainement. Premier match dont on va parler, qui est tout simplement le premier match de ce week-end, Nottingham Forest, Manchester United. On est sur un Nottingham Forest en méforme totale. Déjà troisième entraîneur avec Sean Dyche qui vient d'arriver de la saison. On est seulement à la 10e journée, il y a déjà eu 3 entraîneurs. Nuno Espirito Santos, Ange Postecoglou et maintenant Sean Dyche. C'est le bordel du côté de Nottingham. On est sur la 3e pire défense de Premier League après celle de Wolverhampton et de West Ham qui font également des débuts de saison catastrophiques. D'ailleurs, on en parlera prochainement des relégables actuels qui sont inattendus sur les dernières saisons. On voyait beaucoup de promus qui restaient dans les dernières places et qui redescendaient en Championship la saison suivante. Et là, on est sur 3, pas cadors, mais 3 clubs vraiment ancrés en Premier League depuis de nombreuses années, qui sont sur le point de descendre et qui ont toutes leurs chances de descendre vu le début de saison qu'ils font actuellement. Et donc ce Nottingham Forest en question, 3e pire défense, pire attaque, avec seulement 5 buts. On a un Chris Wood qui s'est blessé là, il y a 2-3 semaines face à Chelsea, qui ne joue plus depuis. On a eu une belle victoire en Europe face à Porto, donc qui a quand même relancé un petit peu d'espoir. Mais avec le changement d'entraîneur, avec tout le marasme qu'il y a autour de ce club depuis déjà la fin de saison dernière et leur perte un petit peu de place Champions League sur les dernières journées, hein, on les a vus, ils se battaient pour les 4 premières places et au final ils ont fini je crois 7e, 6e, quelque chose comme ça. Donc il y avait déjà de l'huile sur le feu du côté de Nottingham, en plus avec un propriétaire qu'on connaît qui est toujours, comment dirais-je, sanguin. Un grec. et voilà, Nottingham Forest, Chris Wood blessé, une attaque qui ne fonctionne pas du tout, une défense passoire. Mais l'arrivée de Sean Dyche peut déjà changer un petit peu la dynamique de ce club, parce qu'on sait que c'est quand même un entraîneur qui, de son côté, qui a un modèle de jeu extrêmement défensif. Et c'est ce qui pourrait tout à fait convenir à Nottingham Forest. Sur les dernières saisons, on voyait que c'était une équipe qui fonctionnait bien par une défense imprenable. Certes, ils n'avaient pas un jeu florissant et ils étaient sur une efficacité par rapport à leur XG la saison précédente, ce qui leur a permis de, pendant longtemps, être dans le haut du tableau. Mais cette année, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et face à eux, on a un United en pleine forme. Là, on est sur ce que je pense Amorim recherche depuis qu'il arrive à United. Il est venu avec une philosophie de jeu qu'il a importée du Sporting, avec une équipe ultra offensive, avec même sur le mercato des choix ultra offensifs. On a quand même complètement changé le secteur offensif avec l'arrivée de Cunha, de Mbeumo et de Sesco. Les 3 ont mis du temps, même si Mbeumo depuis le début de saison il est quand même en feu, mais quand même les 3 ont mis du temps à trouver leurs automatismes. C'est enfin le cas. C'est une équipe que je trouve spectaculaire à voir, que je prends énormément de plaisir à regarder. J'adore déjà Matheus Cunha depuis Wolverhampton. Je le voulais du côté d'Arsenal et j'aime vraiment le joueur. Mbeumo a posé des problèmes à tout le monde la saison dernière du côté de Brentford et il ne fait que confirmer les réussites de la saison passée, même si ça pouvait prêter à énormément de questions, parce qu'on était quand même sur 2 joueurs qui avaient fait leur saison all-time la saison passée du côté de Wolverhampton et du côté de Brentford. On se demandait si à United ça allait continuer.
Bon, ça a l'air pour l'instant d'aller, même si ça a été un début de saison très chaotique. On voit que Mbeumo, c'est leur meilleur joueur de ce début de saison. On voit que Fernandez, il est toujours dans ses habitudes. Voilà, ça reste toujours ce joueur clutch, ce joueur qui a une vision de jeu. Voilà, ça a toujours été le meilleur joueur de United, même si Mbeumo lui fait un peu d'ombre en ce moment, ça reste un joueur d'exception. Sesko qui commence à trouver ses repères, qui commence à trouver ses coéquipiers, qui reste un joueur technique. Et Cunha qui a marqué son premier but, là, c'était face à qui d'ailleurs? Le dernier match de United, c'était face à Brentford, face à Brighton, pardon. Donc oui, Sesko Cunha qui a ouvert son compteur but. Donc tout va bien du côté d'United. On est sur une équipe très plaisante à regarder. Malgré, on va dire, ce début de saison de Première Ligue qui est catastrophique. Franchement, c'est pas beau à voir. Et ils sont un petit peu, voilà, cette équipe qui redonne de l'espoir dans le jeu anglais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je veux voir ce match-là. Je vois un United, évidemment, favori très net, qui pourrait du coup passer en fonction des résultats de ce week-end à la 2e, 3e place. Donc c'est un match à enjeu énorme. Pour eux, il faut absolument le gagner. Ce serait une 4e victoire d'affilée. Notre ami qui s'est laissé pousser les cheveux serait plus qu'à une victoire, si jamais il le remporte, de passer chez le coiffeur. On lui souhaite que ça. Et ouais, non, franchement, match hyper intéressant. Un United très intéressant. Et je suis impatient de voir ce match-là. Pour ce que je vois, donc comme j'en parle, je vois clairement une victoire de United sur une grosse marge. On est à l'extérieur certes, mais la dynamique de Nottingham est catastrophique. Donc je vois bien un 3-0 pour United. Ils ont une défense qui fonctionne plutôt bien. Le trio Shaw, De Ligt, Yoro fonctionne super bien. Des fois c'est Maguire, ça varie avec Yoro, mais en général c'est les trois-là. Et jusqu'à présent, ils ont montré, je trouve, une bonne dynamique. Donc je pense qu'ils vont la conserver. Et à voir si l'attaque de feu, si un but de Sesko peut arriver, si Mbeumo va continuer sur son ultra bon début de saison. Et vraiment, c'est un match qui me hype, je suis impatient de le voir. Et je vois bien donc un 3-0 pour United. On va prendre tous les matchs dans l'ordre chronologique. Donc deuxième match qui va suivre, ce sera Burnley-Arsenal. Donc l'actuel leader de Première Ligue, qui est sur une dynamique juste exceptionnelle. On est sur je crois, 7 clean sheets d'affilée, 12 matchs, 11 victoires. Sur les 12 derniers matchs, c'est 11 victoires, ou sur les 11 derniers matchs, c'est 10 victoires, quelque chose comme ça. Face à un Burnley qui a un peu de mal face aux gros. Ils ont déjà affronté Liverpool, Manchester United, Manchester City, Aston Villa. Ils ont perdu tous ces matchs-là. Ils sont sur 2 victoires, certes, mais face à des Leeds qui restent quand même un promu comme eux et qui revient de Championship. Un Wolverhampton totalement malade et qui va sûrement être relégué en fin de saison. Donc ces 2 victoires face à vraiment des équipes de bas de tableau. Eux-mêmes sont un petit peu en difficulté sur les derniers matchs, même s'ils avaient fait une bonne entrée en matière sur le tout début de saison. Scott Parker qui revient avec ses idées de la Championship. Il avait fait monter cette équipe qui avait quand même atteint les 100 points, qui était égalité avec Leeds, qui avait montré un beau visage en arrivant en Première Ligue. C'est un petit peu plus dur. Évidemment, ils ont quand même déjà affronté beaucoup de grosses équipes. C'est une équipe de Championship qui fait bonne figure en Première Ligue, mais quand on se compare et quand on joue face au cadre de ce championnat, on voit qu'il y a un énorme gap. Ça reste toujours une équipe difficile à aller jouer chez eux. Mais vu les dynamiques actuelles des deux clubs, je vois difficilement une défaite d'Arsenal. On est voilà, sur la meilleure équipe de ce début de saison, sur une défense imprenable. C'est la meilleure défense de Première Ligue, seulement 3 buts encaissés. Burnley de leur côté, c'est seulement, je crois, 10 buts, 11 buts, quelque chose comme ça. Donc, pas une attaque florissante. Donc je les vois mal marquer un but à Arsenal. La difficulté à Arsenal, c'est toujours marquer dans le jeu. Face à un Burnley qui risque de jouer quand même bloc bas, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Est-ce qu'ils vont encore s'en sortir grâce à un coup de pied arrêté? Ou alors, comme cette semaine lors du match de Cup face à Brighton, 2 buts dans le jeu, aucun but sur coup de pied arrêté, donc comme quoi ça peut arriver. Mais c'était notre équipe de jeunes, c'était pas l'équipe titulaire. Donc on va voir un petit peu ce que ce match-là va donner. C'est un match obligatoire à gagner pour Arsenal pour conforter leur avance. En plus, avec les rencontres que les adversaires directs peuvent avoir, c'est une occasion de prendre encore plus de points et encore prendre plus de large sur ce championnat. C'est une semaine, en tout cas un week-end très important parce que ça peut déjà être un énorme tournant de ce championnat. Si Liverpool et City, comme on le verra après, perdent leur match, ce qui est une possibilité, et qu'Arsenal gagne, on sera déjà à 9 et 10 points d'avance pour les Gunners. C'est abyssal dans ce championnat, surtout face à une équipe qui encaisse si peu de buts et qui est aussi clinique. Je vois évidemment une victoire d'Arsenal. On me dira toujours, je suis fan d'Arsenal, donc c'est difficile d'être objectif, évidemment. Mais je vois une victoire nette, un bon 2-0, voilà, on n'est pas la meilleure attaque non plus. On a marqué certes 16 buts, mais le score face à Leeds de 5-0,
fausse un peu ce résultat. On a quand même tendance à gagner sur des petits scores, des 2-0, des 1-0, des choses comme ça. Donc je vois Arsenal, encore une fois, ne pas encaisser, marquer 2 buts dans le jeu, si c'est possible. Et comme toutes les semaines, je le demande, un but de Guy Okeres, il faut qu'il prenne cette confiance en championnat. Mais sinon, très honnêtement, je vois un Saka buteur, voire peut-être un Martinelli qui est tout feu, tout flamme sur ce début de saison. Donc oui, Arsenal vainqueur, je pense qu'il y a peu de chances de voir l'inverse, mais on sait jamais, hein, ça reste la première ligue, aucun déplacement n'est facile, et je vais rester sur ce score-là. L'une des 2 grosses rencontres de ce samedi soir, donc à 18h30, ce sera Tottenham-Chelsea à White Hart Lane, non pardon, au Tottenham Hotspur Stadium, pour moi ce sera toujours White Hart Lane, j'arrive pas à m'en défaire. C'est l'une des grosses affiches évidemment de ce week-end, c'est 2 équipes qui se connaissent très bien, avec une grosse domination sur les dernières années de Chelsea sur Tottenham. On est sur les 10 derniers matchs à 8 victoires pour Chelsea et seulement 1 victoire pour Tottenham et un match nul. C'est un déplacement qui en général sourit beaucoup aux Blues. Cependant, on est sur des équipes avec des dynamiques spécifiques. On est sur un Tottenham qui vacille énormément, beaucoup de défaites, de victoires. On n'arrive pas vraiment actuellement à connaître leur niveau. Ils sont 3e de Première Ligue, juste derrière Bournemouth. Mais des fois, ça perd des matchs. Je regardais là justement sur les dernières rencontres. C'est une défaite face à Aston Villa où j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment dominés sur ce match-là. Ils viennent de perdre cette semaine en Cup face à Newcastle sur un match où ils se sont fait manger, mais littéralement. Autant face à Aston Villa, j'ai trouvé que Villa était dominante dans le jeu, mais ils ont quand même réussi un petit peu à répondre. Autant face à Newcastle, ils se sont fait manger littéralement. Face à un Newcastle qui est quand même malade depuis ce début de saison. Donc, j'ai un Tottenham très illisible pour moi. Et en face, on a un Chelsea, pareil, qui est, eux, par contre, sur une bonne dynamique sur les derniers matchs. Eux, je crois que sur leur... Enfin, c'est même pas je crois, c'est sur leurs 10 derniers matchs, même sur leurs 6 derniers matchs, c'est 5 victoires, une défaite face à Sunderland le week-end dernier en championnat. Une défaite surprise. Alors, surprise, oui et non, on est sur un beau Sunderland, ils étaient, je crois, tous les deux à la même place au classement à ce moment-là. Mais ils n'ont pas montré de belles choses. On ne s'attendait pas à ce qu'ils se fassent bouger autant par un Sunderland qui reste une équipe promue. Et c'est une équipe qui, face au gros, en général, réussit bien. Mais, je ne sais pas, Chelsea, j'arrive pas à me dire que c'est des contenders pour quoi que ce soit cette année. Oui, c'est les champions du monde actuels, on peut en parler toute l'année si on veut. Mais cette équipe, elle a trop de lacunes. Surtout défensif, depuis la blessure de Colwill et le fait qu'il n'ait pas remplacé ce joueur lors du mercato, ça a été une énorme erreur et on voit les faiblesses qu'il y a, des Chalobah, des Adara Bioyo. Je trouve que c'est très faible, c'est jeune, ça manque d'expérience, ça fait beaucoup d'erreurs. Ils sont peut-être sur les 10 derniers matchs, ils ont dû prendre peut-être 6 cartons rouges, l'ensemble de l'équipe, hein. Il n'y a pas que les jeunes qui en ont pris, mais c'est une équipe très instable psychologiquement. On a un Maresca qui aide pas du tout, on le voit dès qu'il y a le moindre doute dans le match, dès qu'il ne maîtrise pas tout à 100%, il y a une alarme, c'est les pompiers, le mec qui est complètement perdu, il y a un incendie à Chelsea en permanence. Alors que du côté de Tottenham, on est sur un Thomas Frank beaucoup plus pragmatique, un superbe entraîneur, on le sait, qui, je pense, tactiquement est bien meilleur que Maresca. Et je pense que sur ce match-là, il va jouer sur les faiblesses de Chelsea, qui sont par exemple les contres. Ils ont tendance à se prendre un nombre de contres, à avoir des trous d'air dans leur défense dès qu'ils montent, assez impressionnant. Et quand tu as des joueurs comme des Kudus, comme des Colomwani, comme des Xavi Simons, qui sont quand même des joueurs de pro... Enfin, Xavi Simons, c'est un joueur qui peut donner beaucoup de ballons en profondeur, qui est plutôt à l'aise, évidemment, balle au pied. Ça peut être très dangereux pour Chelsea. Certes, Chelsea, sur les dynamiques des dernières années, domine nettement Tottenham, mais ça reste un déplacement, ça reste un stade toujours compliqué à jouer, le Tottenham Hotspur Stadium. Sur la dynamique, je veux dire, en termes de chiffres, on est sur 2 attaques qui sont tous les deux à 17 buts marqués, mais Tottenham encaisse beaucoup moins. Si je vais regarder, je crois que c'est 7 buts encaissés pour Tottenham, 11 pour Chelsea, qui est quand même logiquement une équipe du haut de tableau qui est censée dominer, donc qui encaisse quand même beaucoup. Ce Chelsea me pose problème. En fait, depuis ce début de saison, ce Chelsea me pose problème parce que c'est une équipe que je voyais très bonne, quand on regarde l'effectif, qui a certes perdu un Cole Palmer essentiel, mais qui a la qualité hors défense, je vais parler hors secteur défensif. Sur le terrain, tu as réussi à ramener un Estevao qui est magnifique, tu as un Enzo Fernandez qui fait plutôt un bon début de saison, je le trouve pas mauvais par rapport aux saisons dernières, tu as un Caicedo qui marche sur l'eau, qui est, je pense, le meilleur milieu défensif central d'Angleterre. Et pourtant,
en permanence, dans un match, tu arrives à te déconcentrer, à donner des cartouches à l'adversaire, et tu as surtout un Sanchez au but qui ne rassure pas du tout. Ce gardien-là, franchement, Chelsea, ne pas avoir acheté un défenseur et un gardien sur ce mercato, avec toutes les dépenses qu'ils ont faites, je trouve ça incompréhensible. Je n'arrive pas à suivre actuellement les idées de Ted Boehly et du board de Chelsea. Alors que du côté de Tottenham, on a été quand même, je trouve, beaucoup plus intelligent, notamment avec l'arrivée d'un Kudus, qui est leur recrue phare de cette année. Et en plus, on a un Tottenham qui, malgré ça, a un nombre de blessures. J'ai regardé là tout à l'heure, je ne me rendais pas compte qu'ils aient autant de blessés, mais on a quand même Kulusevski qui est blessé, Maddison, Romero, Solanke, Udogie, Bissouma, je parle juste déjà des joueurs essentiels. Il y en a encore 4 autres qu'on connaît un petit peu moins, qui sont des joueurs de rotation. Mais là, on parle de joueurs qui peuvent totalement intégrer ce 11 de départ. Donc, malgré ça, je trouve un Tottenham beaucoup plus cohérent, un Tottenham beaucoup plus fort et beaucoup plus sûr de ses forces. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Chelsea est cette équipe à réaction qui est capable, face à une grosse équipe, de se transcender et de marquer et de dominer les matchs. Mais on l'a vu, il gagnait 1-0 face à Wolverhampton, face à Wolverhampton, face à Sunderland, avec l'ouverture du score de Garnacho, pardon, je vais y arriver. Et pourtant, ils arrivent à se prendre 2 buts, quasiment, même pas coup sur coup, mais en fin de match, avec cette défense. Oh, le but qu'ils se prennent en fin de match, je serais fan de Chelsea, j'en ferai encore des cauchemars. Mais ouais, je vois un Tottenham favori sur ce match-là, c'est chez eux, un Chelsea que je ne trouve pas convaincant sur ce début de saison, mais je vois un match quand même serré, je vois 2 équipes qui encaissent. Je pense un 2-1 pour Tottenham me paraît être un score tout à fait plausible, et on verra ça, mais je parierai là-dessus, et on verra bien, on le débriefera ensemble parce que c'est un match qui m'intéresse énormément. La grosse rencontre, pour moi, c'est la rencontre qui m'intéresse le plus de ce samedi. Liverpool-Aston Villa, 2 équipes qui sont aux antipodes en termes de dynamique. On est sur 2 équipes qui sont ex-aequo au classement, 15 points chacune, 7e et 8e à la différence de but. Mais on est sur une équipe d'Aston Villa qui a fait un début de saison catastrophique et qui est là sur 5 victoires d'affilée en Première Ligue et qui arrive à se sortir du pétrin dans lequel ils étaient. Unai Emery commence à retrouver ses joueurs, parce que on avait un Emiliano Martinez qui était sur un début de saison chaotique. Toujours, je pense qu'il avait la tête dans son transfert loupé du côté d'United. Sur un Rodgers pas du tout en forme, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement bon la saison passée, il a fait un début de saison catastrophique. Un Oli Watkins avec Malen qui variait sur le banc, qui n'arrivait pas à avoir les performances qu'il avait sur les dernières saisons. On avait toujours un McGinn aussi bon, mais le reste de l'équipe n'était pas au niveau. Et là, sur les 5 derniers matchs, ils se transcendent. Ils ont battu Tottenham, c'était ultra convaincant. Ils ont battu également Manchester City, évidemment, sur ce dernier match. Je les ai trouvés également très convaincants sur ce match-là. Et on est sur le Aston Villa qu'on voyait saison passée, là, je trouve. Vraiment, ce Aston Villa offensif, qui tente énormément, qui frappe énormément. Et j'adore, franchement, ce Aston Villa, je l'aime beaucoup, même s'il nous a fait chier, nous, Arsenal, sur les dernières saisons. C'est un Aston Villa que j'apprécie. Et de l'autre côté, on a un Liverpool qui est totalement sur la dynamique inverse, c'est-à-dire qui a fait un début de saison, en termes de points, bien sûr, je précise, tonitruant. 5 matchs, 5 victoires, et qui depuis n'a pas marqué un seul point au championnat. On est sur 5 défaites d'affilée. Vous pouvez pas s'y attendre, personne n'aurait parié là-dessus. Certes, on le voyait sur les premiers matchs, que le niveau de jeu n'était pas là, mais à aucun moment on aurait pensé que ça s'effondrerait autant, ou qu'en tout cas ils ne retrouveraient pas une cohérence dans leur line-up en avançant dans la saison. Et Slot ne trouve pas les solutions, l'équipe a l'air perdue, les joueurs ont un manque de confiance énorme, les nouvelles recrues, que ce soit Wirtz, que ce soit Isaac, même s'il est blessé, que ce soit, il y avait qui encore dans les nouvelles recrues, Kerkez, Frimpong qui est blessé encore une fois pour 6 semaines. On ne trouve pas les solutions, le seul bon joueur qu'ils ont, c'est Ekitike, qui a malgré tout fait un très mauvais match. C'était face à, ouais, j'ai plus tout en tête, mais qui était face à Crystal Palace, non pas face à Crystal Palace, face à Brentford, qui a fait un match où il était invisible. Et ouais, là, vu la dynamique actuelle des 2 équipes, j'ai peur pour Liverpool. Ça peut totalement être la continuité de cette descente en enfer. C'est la crise totalement de leur côté. On peut l'utiliser le terme cette fois-ci. Et on voit un Slot qui ne trouve pas les solutions et qui, en plus de ça, lors de ses conférences de presse, n'est pas rassurant. Là, il a sorti notamment sa conférence de presse après le match face à Crystal Palace en Cup. Elle est chaotique. C'est que des excuses, il trouve aucune solution et il parle des clubs adverses au lieu de regarder les problèmes qui sont les siens. Liverpool, c'est une équipe qui a toujours été mentalement au-dessus des autres. Moi, c'est une équipe que j'admire. Si j'étais pas fan d'Arsenal, je pense que ce serait ce type d'équipe que j'aurais supporté. Et
Et là, actuellement, mentalement, c'est ce qui leur fait défaut. Ils n'arrivent pas à se remettre dans les rails, et j'ai jamais vu ça de leur côté. Oui, il y a eu des années de disette, il y a eu 30 ans sans championnat, mais ça a toujours été une équipe qui, mentalement, pouvait retourner des matchs, qui montrait toujours de grosses capacités à encaisser des défaites, et à pouvoir, les matchs d'après, transcender leur public par des occasions, des actions, une équipe très offensive, une équipe qui était toujours efficace. Et là, on ne voit plus ça cette saison, ça me fait peur pour eux. Après, s'ils perdent, on prend tellement de points d'avance sur eux que le championnat serait plié de ce côté-là. Et vu la dynamique actuelle des deux clubs, je vois totalement Aston Villa favori, mais de loin. Et c'est ça qui m'effraie. Comment est-ce qu'on peut dire que, comment est-ce que je peux dire que Aston Villa actuellement est un net favori face à ce Liverpool qui a dépensé 480 millions sur ce mercato, qui a acheté quelques-uns des plus grands joueurs de leur championnat, que ce soit un Isaac, sûrement le meilleur attaquant actuellement, enfin saison passée. Peut-être pas d'Europe, mais en tout cas de Première Ligue, ça, il n'y a pas de doute. Parce que la saison dernière, Haaland, évidemment, il se cassait la gueule. Un Wirtz qui était le meilleur joueur de Bundesliga. Kerkez qui était un défenseur si convaincant du côté de Bournemouth. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et ça me fait flipper pour eux. Je souhaite quand même qu'ils reviennent, si c'est possible un peu plus tard, mais il faut qu'ils ressortent la tête de l'eau. Je pense que Salah n'est pas là pour cette saison, il a la tête à la CAN, il a la tête à la Coupe du Monde, il a la tête à sa sélection, mais plus du tout à son club, malgré qu'il se soit battu la saison passée pour avoir sa prolongation de contrat. Un salaire XXL, je crois que c'est 30 millions qu'il touche à peu près par an. Là, le board de Liverpool doit se mordre les doigts de cette signature. Et non, on ne trouve pas les solutions. Mamardashvili, je le trouve bon, mais c'est pas le niveau d'Alisson. Je crois pas qu'ils soient encore de retour pour ce match-là. Et il commence à y avoir quelques blessés. On a Isaac blessé, on a un Gravenberch blessé, on a un Frimpong blessé, on a un Alisson blessé. Ça commence à être compliqué du côté de Liverpool. Et je pense que ça peut être un match où ils vont continuer à s'enfoncer de plus en plus. Je vois une victoire d'Aston Villa à Anfield, assez rare. Et je vois je pense ça peut être horrible, un 3-1. Enfin, un 1-3 du coup. Et bonne chance à mes amis Reds, j'en ai quelques-uns, on en discute souvent, et en ce moment ils sont dépités, quoi. Je le comprends tout à fait, et j'espère que vous allez vous en sortir, et qu'on va passer à autre chose, et qu'au moins vous fassiez une bonne campagne européenne, ça serait déjà beau, mais là je pense que le championnat c'est foutu. C'est dingue de dire ça pour un tenant du titre, qui a lâché autant sur le mercato, qui a acheté tant de bons joueurs. Je l'ai pas vu venir. Voilà, je l'ai pas vu venir d'un pet. Mais ouais, force à vous les Reds. Manchester City, Bournemouth, j'aurais jamais pensé dire que c'était sûrement le match de ce week-end. Parce qu'au final, on parle de deux équipes qui sont au top du championnat. Un Bournemouth surprenant à la deuxième place de la Première Ligue. Un Manchester City qui se remet en marche sur les derniers matchs et qui est actuellement 5e, 4e, quelque chose comme ça, peut-être 4e. On est sur de grosses attaques, énormément de buts qui n'encaissent pas forcément beaucoup. J'ai regardé un petit peu, c'est les deux seules équipes que j'ai vues du championnat qui ont 0 blessé. Voilà, les deux s'affrontent, ils ont aucun blessé. Ils ont, je crois, il y a Evan Minson qui est incertain du côté de Bournemouth, mais il n'est pas blessé. Enfin, il n'est pas blessé, c'est pas annoncé officiellement. City, je crois qu'il n'y a personne. On est donc avec les effectifs au complet. Du côté de City, un Erling Haaland qui surnage dans cette première ligue. Un Semenyo du côté de Bournemouth, c'est la même chose. Je crois, du côté de Bournemouth, on a d'ailleurs le petit jeune là, j'ai oublié son nom, Kroupi, qui a fait l'équivalent de 160 minutes ou 180 minutes, qui a déjà marqué 4 buts en première ligue, hyper impressionnant. C'est l'équipe surprise, voilà, c'est l'équipe surprise avec Sunderland de ce début de championnat. Actuellement, ils marchent sur l'eau. Et pourtant, ils ont affronté quelques bonnes équipes. Et du côté de Manchester City, on est certes sur un Erling Haaland qui marche sur l'eau, mais on est sur un AS de l'équipe que je ne trouve pas convaincant. Oui, c'est toujours ce City d'il y a 2 ans, c'est-à-dire des Foden, des Doku, c'est l'équipe qui avait remporté le championnat, pour la plupart. Mais on a un Rodri toujours absent, qui rechute. Je crois qu'il est de retour, mais il a rechuté il n'y a pas si longtemps, ou alors il est blessé. Ah, il est peut-être blessé. J'ai dit pas de blessé, mais il y a peut-être Rodri qui est pas là. Si, Rodri, il est blessé, pardon. Il s'est fait mal, je crois, lors du match face à Aston Villa, il a replongé. Mais on est sur un City que, dans le jeu, je ne trouve pas convaincant. Qui, sans Haaland, qui les porte très clairement, n'aurait pas gagné le nombre de points qu'ils ont gagné en championnat. Vraiment, Haaland les a portés peut-être sur les 6 premiers matchs de la saison. Il en est à 12 buts. 13 buts en première ligue, quelque chose comme ça. Non, 11, pardon. 11, parce qu'il n'a pas marqué face à Aston Villa, ce qui mettait fin à son cycle de 13 matchs où il marque, toutes compétitions confondues, évidemment. Il est une machine de guerre, hein, c'est Haaland, on connaît. Mais
on est voilà, sur deux équipes qui ont des dynamiques similaires. Les deux sont sur pas mal de victoires. City, c'est sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 1 défaite, 1 nul. La défaite face à Aston Villa le week-end dernier. Et du côté de Bournemouth, je vais vous sortir les vrais chiffres, comme ça au moins on est clair. C'est sur les 10 derniers matchs, 1 défaite, 4 victoires, 3 nuls par contre. Ouais, ça fait pas mal de nuls. Sur les 10 derniers matchs, non, c'est même, 5 victoires, 1 défaite, 3 nuls. Donc, assez moyen sur cette dernière partie de saison. Ils ont fait match nul face à Crystal Palace, match nul face à Leeds. Ils ont gagné face... C'était qui? Je regarde juste Nottingham Forest. Bon, tout le monde gagne face à Nottingham Forest. Mais ils avaient fait le nul face à Crystal Palace. Je me rappelle, c'était le 3-3. On en avait parlé. Super match qui aurait pu se conclure par une victoire de Crystal Palace si Mateta n'avait pas loupé. Mais on est sur une équipe spectacle. Voilà, c'est une équipe qui met beaucoup de buts. C'est une équipe qui en encaisse aussi quelques-uns. Mais c'est une équipe qui est plaisante à regarder. Mais en face de ça, tu as un City qui est quand même, toujours ce City rouleau compresseur qui est capable à tout moment d'allumer la lumière sur un décalage de Haaland, un passage en force de sa part et qui va claquer son but. Il lui suffit d'une action, hein, on le connaît. Et derrière, on a un Donnarumma qui quand même fait un très bon début de saison. Voilà, depuis son arrivée, depuis son transfert du Paris Saint-Germain, il fait un super début de saison. Je le trouve très convaincant et ça m'emmerde, très clairement. Parce que je suis pas très fan de ce gardien-là. Mais c'est une très bonne recrue du côté de City. Mais au milieu de terrain, Reinders avait fait un incroyable début de saison, mais ça descend. Voilà, il n'y arrive plus. Foden est meilleur que la saison passée, mais on n'a toujours pas retrouvé le Foden d'il y a 2 ans. Bernardo Silva, il vieillit malheureusement. Hein, c'est plus le joueur qui ne faisait jamais de mauvais matchs, qui était toujours régulier à chaque fois. C'est maintenant un joueur qui a pris de l'âge, qui a de plus en plus de mal, je pense, à enchaîner les performances, en tout cas les bonnes performances. Mais à côté de ça, Tadeo O'Reilly qui sont de vrais jeunes, de vraies étoiles montantes que je trouve très bons. Des Nunez qui, sur son aile droite, en tout cas en tant que latéral, est plutôt convaincant. Mais du côté de City, je trouve que voilà, il y a toujours ce doute. On ne sait pas vraiment le niveau de l'équipe, un petit peu comme des Chelsea, un petit peu comme des Tottenham. C'est une équipe qui, certes, gagne, qui encaisse pas mal de points, mais que je trouve pas encore convaincante dans le jeu, qui m'ont pas montré un niveau de jeu hyper impressionnant, hyper haut, comme ce qu'on pouvait voir dans le passé, et qui a toujours des doutes, qui a toujours des lacunes, comme la saison dernière. Et la perte de Rodri, en tout cas ne plus retrouver le Rodri des saisons passées, avant son Ballon d'Or, c'est la pire chose qui ait pu arriver à ce club-là. Et Guardiola a réussi quand même à retrouver quelques réponses, quelques solutions, mais c'est toujours pas un City très convaincant. Donc, ce match-là face à Burnley, c'est un match que j'ai du mal à visualiser dans le pronostic. C'est-à-dire que, oui, ils sont sur une bonne dynamique, oui, je pense que City est favori sur ce match-là, mais à côté de ça, on a un Bournemouth qu'il ne faut pas enterrer, on a un Bournemouth qui est très bon sur ce début de saison, qui est 2e de Première Ligue, donc ça reste quand même, qui à tout moment est capable d'aller battre City chez eux, mais je vois quand même un City, voilà, favori, je les vois gagner, mais pas sur un gros score, un 2-1. Je pense que c'est le score le plus probable. Je vois pas City ne pas encaisser. Ils encaissent quand même. Alors, ils sont 2e meilleure défense, mais égalité avec Tottenham et Sunderland. Mais ça fait quand même 7 buts encaissés. C'est beaucoup pour City en seulement 9 matchs. Donc, je les vois encaisser encore un but. Je vois un Bournemouth sûr de ses forces, mais qui vont prendre un mur qui s'appelle Haaland. Voilà, ils vont le bouffer, hein. Il va marquer. Je suis persuadé qu'il va marquer. Je ne vois pas comment Haaland ne pourrait pas marquer dans ce match-là. Et oui, 2-1 pour Manchester City, je pense que c'est quelque chose de... C'est ce qui risque le plus d'arriver. Ça me ferait chier parce que si City perd, si Liverpool perd et qu'Arsenal gagne, je pense que le titre est joué. Je pense vraiment que ça peut être le week-end tournure. Parce qu'on est face à un Arsenal qui affronte une équipe normalement qui sont censés battre. Il y a 90% de chances qu'Arsenal gagne. Et à côté de ça, on a pour moi un Liverpool qui n'est pas du tout favori de son match, même c'est tout l'inverse. Et on a un City qui, à tout moment, peut faire un nul ou voire perdre ce match. Et si c'est le cas, si City perd ce match, ça ferait 9 points d'avance pour Arsenal. Si Liverpool perd, ce serait 10 points d'avance pour Arsenal. Et je pense que c'est clairement leurs 2 plus gros adversaires, même si au classement actuellement, c'est pas le cas. Je pense que c'est les 2 équipes qui étaient le plus probables pour concourir avec Arsenal pour ce titre cette année. Donc s'ils perdent, je pense que vraiment, voilà, c'est un tout droit pour Arsenal. C'est peut-être l'année où Arsenal va finir champion. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Donc je vois vraiment
Je vois vraiment un week-end tournure en fonction des résultats que vont avoir ces deux équipes, et à tout moment, ça peut être le cas. Donc, hyper intéressant ce week-end, hyper intéressant cette 10e journée. En plus, on est à 2 semaines de la trêve internationale. Donc, si on part à la trêve internationale avec un Arsenal à 9-10 points de ses concurrents directs, voilà, je pense que c'est l'année du titre. Donc, très très impatient de voir ce qui va se passer. J'espère en tout cas que cette vidéo prono vous aura plu. Elle aura été un peu longue parce qu'on a quand même parlé de 5 matchs en tout. Ils m'intéressent tous. Je vais vraiment être devant ma télé ce week-end-là avec un pote et on fera sûrement un petit débrief. Soit je le ferai tout seul, soit on le fera ensemble. Je vous prépare une grosse surprise pour la semaine prochaine avec... on va parler un petit peu de la Première Ligue qui m'intéresse dans sa globalité, c'est-à-dire l'histoire autour de cette Première Ligue. J'aime tellement ce championnat, je le trouve tellement intéressant. Et c'est le plus vieux championnat du monde, c'est le championnat le plus classe du monde, c'est celui qui a le plus d'histoire. Et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et moi j'ai toujours été un passionné d'histoire, et à côté de ça, je trouve que le foot, c'est une page d'histoire du sport, c'est le sport européen et son apogée. Et on va en discuter ensemble. Donc si ça vous intéresse, si ce championnat vous plaît et que vous adorez l'histoire ou connaître un petit peu plus de choses sur vos clubs, sur ce championnat, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne, ça m'aide énormément. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez un très bon week-end de PL. Salut mes cracks.